Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Trajectoire. J'ai l'inquiétude de vous présenter un professeur de notre pays, la République démocratique du Congo, dans notre ville-province de Kinshasa. Alors j'aimerais quand même que vous puissiez suivre son portrait et par la suite vous allez suivre notre entretien. A tout de suite. C'est un digne fils de la République démocratique du Congo. Il s'agit du professeur d'université, écrivain Mafeli Makambo. Pour la petite histoire, le professeur Mafeli a poursuivi ses études normalement, d'abord diplômé à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, du 1er au 3e cycle, puis titulaire en DEA et DES de sciences politiques, toujours à Sorbonne, dans l'option développement et coopération. Ces derniers dispensent le cours fonction publique, droit constitutionnel, institutions politiques, théorie et doctrine politique sociale. Le professeur Mafeli Makambo a aussi effectué ses études supplémentaires aux États-Unis d'Amérique. Conseiller politique et diplomatique à l'époque de Mzee Laurent-Désiré Kabila, le professeur Mafeli Makambo avait été conseiller du Premier ministre Antoine Gizenga en matière de questions politiques en mai 2007 au juin 2008 et plus tard va œuvrer aux côtés du Togolais Eden Kodjo comme expert en matière de la Constitution. Bienvenue dans Trajectoire. Voilà, il s'agit donc du professeur Mafeli Makambo. Comment vous allez, professeur? Je vais bien, je me porte bien. Très bien, merci, et vous-même? Oui, ça va aussi. Parlez-nous de votre premier ouvrage. Il s'agit là de la fonction publique RDCienne. Comment ça se porte déjà? Bon, je vous remercie de s'intéresser à cet ouvrage. Bon, sinon, ça se porte bien. La fonction publique RDCienne, organisation, fonctionnement, problèmes et pistes et solutions. Voilà, je l'avais intitulé de cette manière-là. Ouais, sinon, ça se passe bien, ça se vend bien que les fonctionnaires sont encore là. Et bon, peut-être que l'information n'a pas été bien véhiculée, mais sinon, l'ouvrage est là. L'autre problème, c'est que je constate qu'il y a absence de culture de lecture. Nous lisons trop peu. C'est un ouvrage qui parle de beaucoup de choses concernant l'agent des carrières des services publics de l'État. Mais hélas, ça va aller. Ça marche quand même. Je continue à en parler, à promouvoir ça et partout où je passe, surtout dans le service administratif de l'État, je vais dire. Voilà. Très bien, il s'agit donc de son premier ouvrage qui est donc Fonction publique RDCienne, justement pour parler un peu de cette différence qu'il doit y avoir entre les Congolais de Brazzaville et les Congolais de la RDC. Il y a plein de connaissances là-dessus. Alors entrons maintenant dans le bain de votre deuxième ouvrage. Il s'agit donc de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Pourquoi ce sujet? Bon, insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. État de lieu plus de solutions que voici, c'est l'actualité. Je vais dire que notre ville, notre capitale est insalubre, très malpropre, malsain. Donc l'idée est venue d'en parler, d'étudier et de voir un peu comment éradiquer cette insalubrité. Il y a des pistes de solutions. D'abord un état de lieu, j'ai étudié ce que c'est l'insalubrité et tous les différents problèmes. Maintenant, il est question de trouver des solutions pour lutter contre l'insalubrité. Pourquoi, professeur, votre livre n'a pas été préfacé? Je n'ai pas envie. Pourquoi le faire préfacer? Non, mais je ne trouve pas l'intérêt. Ça ne m'a pas intéressé, je ne vois pas pourquoi le faire préfacer. Non, pour moi c'est une volonté personnelle. Ouais, parce que courir à gauche à droite, trouver quelqu'un pour préfacer, ça demande un peu de temps aussi. Bon, mais j'ai dit non, de toute façon, tout ouvrage ne doit pas être préfacé. Il n'y a pas une règle qui dit que l'ouvrage, pour être publié, le mettre sur le marché scientifique, ça doit être préfacé. Il n'y en a pas, il n'y a pas une loi. Ce sont les usages qui font que bon, j'ai mon ouvrage, je vais chercher quelqu'un pour préfacer. Les usages, je dis bien, des coutumes, des traditions comme ça, mais il n'y a pas une loi qui oblige la publication d'un ouvrage doit porter au préalable une préface. Voilà.
Très intéressant pour cet éclairage, mais sinon entrons dans le bain. Vous avez 5 chapitres dans votre ouvrage. Vous pouvez nous passer des raisons et avec le temps on va quand même savoir plus. Nous ne dirons pas tout parce que c'est complexe. C'est-à-dire ce que je peux dire. Il ne s'agit pas seulement dans cet ouvrage de l'insalubrité. Il y a d'autres questions que les Quinois traversent ou connaissent au quotidien. Il y a toute une liste à la page 33. Faites un effort, hein, lisez. Je peux donner un exemple, le problème d'aménagement de la ville, le problème d'urbanisation des quartiers. Ce sont les différents problèmes que j'ai examinés. Alors je précise, je reviens sur l'idée. Il ne s'agit pas seulement de l'insalubrité, mais il y a d'autres questions ou d'autres problèmes y afférents. C'est-à-dire que les Quinois connaissent dans la ville province de Kinshasa. L'insalubrité, c'était seulement pour attirer les gens. Hein. C'est d'actualité aussi. Il est vrai qu'il y a l'insalubrité. Elle est là, visible. Mais j'ai parlé d'autres problèmes que connaissent les Quinois au quotidien. Donc, dans cet ouvrage, c'est un ouvrage très riche. Très, très, très riche. Essayez de consulter la table de matière, vous verrez. Il y a tout est là-dedans. Voilà. Pourquoi insistez-vous seulement à la page 33 où l'on parle de problèmes qui préoccupent l'insalubrité dans notre vie? Il n'y a pas seulement l'insalubrité, mais si vous allez à la page 33, vous trouvez d'autres problèmes, d'autres questions que j'ai évoquées dans l'ouvrage et qui sont liées à la vie quotidienne des Quinoises et des Quinois. Ouais. Donc ils peuvent le trouver là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes que j'ai évoqués. Ce n'est pas seulement l'insalubrité, mais il y a d'autres problèmes, d'autres que je peux me répéter, hein, que j'ai évoqués dans l'ouvrage. Très bien, on va en parler tout à l'heure, mais sinon, parlez-nous de l'observation, de l'investigation faite dans cette ville de Kinshasa. Vous avez sillonné dans toutes les 24 communes. Oui, j'ai mené une étude approfondie. D'abord, sur le marché scientifique, l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa, c'est rare sur le plan. On peut le trouver peut-être dans des bibliothèques universitaires où j'ai eu quelques données. Pardon. Par exemple, les études du professeur Lelo, hein, c'est riche, je me suis inspiré. Par exemple, l'étude de l'Institut des statistiques, hein, national des statistiques, je me suis inspiré aussi. Bon, bref, il y a beaucoup d'études, y compris la Banque mondiale, il y a des données là-dessus concernant certaines questions, par exemple, questions liées à la population, par exemple. Alors, j'ai trouvé quelques données, mais ce n'était pas chose facile. Voilà. Alors, j'ai commencé par d'abord l'état de Dieu, c'est vrai, étudier ce que c'est l'insalubrité, ce que c'est les autres nuisances. Hein, et c'est ça. Donc le problème que connaissent les Quinois, bon, j'en ai évoqué, voilà. En gros, c'est ça. Combien de communes, s'il vous plaît? Je me suis beaucoup plus focalisé sur 23 communes. Il y en a 24, mais je me suis focalisé sur 23 communes. Pour ce qui est de l'insalubrité surtout. Pourquoi? Parce qu'il y en a 24, certes, mais si vous allez à la Gombe, vous ne trouverez pas dans une résidence à la Gombe où il y a des immondices. Vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez pas de déchets dans une parcelle à la Gombe. Vous êtes sûr? Ah, oui. Oui, des immondices, des déchets, non. Je ne pense pas. Non, on n'en disconvient pas parce que c'est la télévision. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous suivre, il peut vous dire le contraire. C'est pourquoi je pose la question, êtes-vous sûr? Pour ce qui a été prévu par le pouvoir, donc dans la ville province de Kinshasa, la commune de la Gombe, en tout cas, en ce qui concerne des immondices visibles, en ce qui concerne des déchets jetés à gauche à droite dans une parcelle ou dans le parage, c'est un peu difficile. On peut trouver d'autres nuisances, mais des immondices, tout ça, certains lieux, bien sûr, on peut, mais là, il y a des endroits dans la commune de la Gombe qu'on trouve rarement. Alors, le problème, vous nous parlez tout à l'heure de problème des bruits, vous nous parlez de l'insécurité, des viols, tout en parlant de l'insalubrité. Faites un peu cette différence
aider le téléspectateur à comprendre pourquoi mettez-vous le problème de bruit, le problème de l'insécurité dans cet ouvrage. D'abord, il faut que je définisse d'abord ce que c'est l'insalubrité. L'insalubrité, c'est un environnement malsain. Okay? C'est une situation insalubre qui entraîne toutes sortes de maladies, hein, et des nuisances. Parlons des maladies. Pour le cas des maladies, on peut citer le paludisme, les verminoses, maladies respiratoires, dysenterie, amibienne, etc. Ces maladies peuvent provoquer la mort, on peut mourir. Alors pour ce qui est des nuisances, alors là, les nuisances, on le trouve un peu partout. Et les lieux publics, les nuisances, ce sont des odeurs nauséabondes, etc. Alors, l'insalubrité, c'est la somme des déchets. Ces déchets peuvent être des déchets solides ou des déchets liquides. Déchets, c'est quoi d'abord? Le déchet est un produit que l'utilisateur abandonne. Bref, tout objet inutile que l'on veut jeter. Cas de vieux vêtements, cas des épaves de véhicules, cas de bouteilles, hein, qu'on ne veut plus utiliser, des bouteilles en plastique, je vais dire, etc. etc. Voilà, c'est ça qui crée l'insalubrité. Vous parlez de bruit, vous parlez de l'insécurité, au moment où vous dites que l'insalubrité provoque plus de maladies. Oui, alors le bruit, franchement, je vais vous dire une chose, que dans la ville-province de Kinshasa, il y a des endroits où vous trouvez tout à fait par hasard, si votre téléphone sonne, vous serez incapable de répondre. Pourquoi? Parce que l'environnement est bruyant. Hein? Il y a des nuisances sonores. Mais des nuisances sonores pendant la nuit, mais ça va. Mais je vous dis sincèrement, il y a des lieux où on ne peut même pas dormir. On gêne le voisin. C'est aussi signe d'insécurité. Ici, la nuit comme ça, tout d'un coup, il y a des bruits comme ça occasionne l'insomnie, il ne dort pas. Imaginez qu'il lui arrive comme ça pendant 6, 7, 8 mois, une année, mais il finira par mourir, cet homme-là. Vous voyez? Alors, donc, c'est lié. On ne peut pas exclure les nuisances sonores. Et c'est insupportable. Surtout là où il y a des bébés, là, les nuisances sonores dans le parage, aux environs des centres hospitaliers ou dans un coin de santé, tout cela, c'est une nuisance. C'est une nuisance incroyable. Les malades ne peuvent pas supporter les nuisances sonores, voilà, par exemple. Donc, ça fait partie de ça. Alors, pour certains cas, prenons par exemple les déchets que j'appelle déchets, l'épave d'un véhicule. L'épave d'un véhicule, alors d'abord, l'épave d'un véhicule, c'est un déchet. Ok? Ce déchet qu'on a jeté, n'est-ce pas? Mais ces déchets-là, au lieu de veiller, de les jeter plus loin, ça traîne. Alors l'épave d'un véhicule peut occasionner beaucoup de choses. Prenons par exemple le Koulouna la nuit. Ils peuvent se réfugier là-dedans. Hein? Ils dorment là. Bon, il peut y avoir des personnes qui passent là, ils vont se soulager là-dedans. Ils se soulagent, ils déchargent même des déchets humains. On est d'accord? Et ça occasionne des odeurs nauséabondes. Hein? On peut pas. Bon, pour l'épave, je vais vous citer un exemple. Dernièrement, il y a ma belle-sœur qui est venue me rendre visite. En rentrant chez elle, à quelques mètres de sa résidence, elle a été agressée. Et où étaient venus ces Koulouna? Ils étaient réfugiés dans une épave. Ils ont tout de suite sorti et puis l'ont agressée. Au moment où je parle, elle était à l'hôpital. C'est maintenant qu'elle vient de sortir. Voilà une épave qui est pour moi un déchet qu'on devrait jeter plus loin, détruire ou le recycler, mais qui traîne là, qui occasionne quand même des risques. Hein. C'est aussi insalubre. Voilà, on peut
Très intéressant. En tout cas, le problème de l'insalubrité, c'est un problème qui concerne tout citoyen congolais à tous les niveaux. Alors nous profitons de votre présence pour savoir un peu plus sur la gestion des déchets. Comment nous aider à ces niveaux? Ah, bon, c'est une bonne question aussi, je vais vous dire merci, c'est une bonne question. La gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa a été toujours le souci des autorités politico-administratives. Je vais rentrer dans l'historique. En 1975, les autorités de la ville-province de Kinshasa avaient créé le ministère de l'Environnement. Okay? Ce ministère-là avait pour objet la politique de gestion de l'environnement. Il ressort de cette politique la naissance du service national d'assainissement, qu'on a appelé SNA. Bon, c'était créé, ce service-là, national d'assainissement était créé en 1981 par le ministère de l'Environnement. Quelques années après, on avait institué par la même loi le programme national d'assainissement, PENA. Objectif, gérer les déchets. D'accord? En 1987, on va créer l'Office de voirie et de drainage, OVD. Donc, ainsi, il y avait donc des stations de transfert qui étaient installées dans les lieux les plus proches, portant mention, le plus proche des habitants bien sûr, portant mention, je vais lire, Awa, Boboaka, Matiti, Ofele. Vous voyez, déjà que l'autorité l'autorité était consciente de la présence de ces déchets qui étaient nuisibles à la santé. Alors, il y avait au total 69 dépotoirs urbains et 112 de dépotoirs pirates. Alors, maintenant, si nous devons parler de la gestion, hormis les structures que je viens de citer, il y a eu d'autres programmes ont été donc envisagés, KDP-AUK, c'est-à-dire Programme d'assainissement urbain de Kinshasa. Compte tenu de la complexité du travail dans la capitale, il fallait donc trouver une autre solution beaucoup plus globalisante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc le projet des PARAU, c'est-à-dire Programme d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières et de l'amélioration de l'assainissement urbain de Kinshasa, conclu entre l'Union européenne et la RDC. Ah donc, c'est un programme, ça je dis, compte tenu de la complexité du programme pour éradiquer l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Mais le programme que je viens de citer, le programme de PRAU, est un programme tant national que urbain. Bon, il y a eu des succès remarquables. L'accord était signé en 2010. Et puis en 2011, les travaux avaient commencé, mais quelques années après, l'Union européenne avait travaillé. Certes, je vous dis, un travail remarquable que l'Union européenne avait effectué dans le cadre de ce programme. Je vais citer le contenu, le volet, les différents volets de ce projet pour vous voir que c'était vraiment remarquable et c'était un programme qui a fait beaucoup de choses au niveau national et au niveau de la ville-province de Kinshasa. D'abord, c'était la réouverture et l'entretien des 2789 km de route au plan national. Je dis bien 2789 km de route au plan national. C'est-à-dire quoi? Il fallait réouvrir et puis entretenir ces routes-là parce que c'était dans un état impraticable. Deuxième projet, c'est 148 km qu'il fallait réhabiliter pour la ville-province de Kinshasa. Et ça contenait des tronçons asphaltés sur la nationale numéro 1. Troisième volet, c'est le volet portant sur l'eau potable et l'assainissement urbain. Quatrièmement, c'était donc composante assainissement pluvial. Ouais, lorsqu'il pleut, Kinshasa, c'est... non, il n'y a pas
il arrive des moments où on ne peut même pas circuler, on ne peut pas passer. Et puis, cinquième volet, construction de ponts et de passerelles. Il y a eu ce projet-là, construire le pont et des passerelles. Vous voyez des passerelles aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa. Et puis, sixième volet, on peut parler de la stabilisation des berges. Vous voyez, les berges, il fallait les stabiliser parce qu'il y a eu débordement des eaux et tout cela. Et puis, construction et exploitation des stations de transfert. Alors là, il fallait construire les stations de transfert, c'est-à-dire que là où on déposait des immondices qui traînaient, il fallait construire ces stations et puis les transférer en passant. Donc l'Union européenne a été, dans cet accord-là, je vais dire, avec l'Union européenne, on a donc commencé donc, un très bon aménagement et exploiter des casiers, des centres d'enfouissement des techniques qui se trouvent aujourd'hui en Passa. Donc l'Union européenne, grâce à l'Union européenne, on est arrivé à cette technologie, à cette technique, pardon, pour pouvoir gérer hein, les immondices du lieu des stations jusqu'en Passa pour les évacuer. Et ça s'est bien très passé dans des communes. Il y a eu des communes où il y a eu 9 communes déjà, Gombe, Kinshasa, et, Bandal, tout ça, j'en passe. Alors, qui avait retrouvé la santé, qui avait retrouvé un état. Voilà, en gros c'est ça, c'est ce projet-là. Alors, pour revenir à la question, vous voyez, c'était un contrat à durée déterminée. On ne pouvait pas rester éternellement à travailler. Maintenant, on nous a initiés, il appartenait à nous, les nationaux, à reprendre la relève, c'est-à-dire continuer avec ces mêmes projets et dans le même esprit. Donc c'est un projet de l'Union européenne avec la RDC par rapport à l'insalubrité. Parlez-nous un peu exactement, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Quelle stratégie peut-on mettre en place pour sécuriser, hein, pour que la salubrité soit vraiment un acquis pour le Congolais? Alors, ce que je veux vous dire, c'est une question facile. D'abord, c'est une question de volonté politique. Okay? Lorsqu'on a la volonté politique, on peut y arriver. La volonté politique doit être accompagnée de moyens financiers. Le moyen commis, hein, c'est-à-dire le moyen affecté à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, cet argent-là doit être une somme qu'on doit exclusivement utiliser pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa et non pas pour d'autres fins. Ok? C'est-à-dire que c'est l'argent pour l'assainissement. C'est l'argent pour et non pas, ça ne doit pas aller dans des poches des individus. Ce n'est pas l'argent qui manque, n'est-ce pas? Mais, vous savez, toute société, quelle qu'elle soit, la première richesse, c'est l'homme. Si cet homme-là est là et qui a une bonne volonté de faire quelque chose, on y arrivera. Mais comment expliquer qu'on vous donne de fonds énormes qu'on affecte pour tel service, et ces fonds-là, on le voit plus, c'est dilapidé. Alors, moi je trouve que ce ne sont pas les moyens qui manquent, encore moins on peut éradiquer à court, moyen, long terme. On peut éradiquer l'assainissement, l'insalubrité dans cette ville de province de Kinshasa. Si on ne le fait pas totalement, mais on peut y arriver. Mais je vais être un peu honnête quand même. Des efforts ont été faits, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qu'on attend, ou qu'on attendait. Hein? Il y a des lois qui sont là, il y a tout, mais les suivis, s'il vous plaît. On ne peut pas prendre de mesures par un coup de cœur comme ça et sans le suivi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un préalable, c'est-à-dire une étude préalable des experts qui doivent se réunir pour pouvoir faire des propositions, hein, et que ces mesures-là soient respectées et durables. Merci beaucoup. Alors, professeur, toujours dans cette même élan, parce que l'explication des femmes, c'est aussi important, mais seulement, nous retournons seulement dans cette histoire de l'insalubrité. Est-ce que vous ne pensez pas, selon vous, que l'insalubrité, c'est aussi le fait d'avoir le surpeuplement? Je vais vous dire une chose, et c'est ce que j'avais déjà dit tout récemment. La ville-province de Kinshasa a connu
une vague de population. Il y a un flux migratoire incroyable. Alors, personnellement, j'attribue cette insalubrité beaucoup plus à la population. Je vais vous dire ceci. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Léopoldville avait 5000 hectares et 53 000 habitants. 5000 hectares, 53 000 habitants. À l'accession de notre pays à la souveraineté internationale ou nationale, si vous voulez, la ville comptait 450 000 habitants à l'accession à l'indépendance. Quelques années plus tard, à la suite, je dis bien, à la suite de la sécession katangaise, les affrontements ethniques dans le Kasaï, la rébellion mouléliste dans le Bandundu, la révolte de Kisangani, les guerres d'agression, un flux migratoire avait donc de façon vertigineuse envoyé la capitale. La ville-province de Kinshasa passait ainsi donc de 500 000 âmes à la fin des années 1968 pour atteindre 4 787 000 habitants en 1988. Alors, cette croissance démographique ne cesse d'augmenter. Les estimations, si on peut parler des estimations, les études de 2011 parlent de 10 millions d'habitants. Alors, s'il faut faire une projection dans l'avenir, en 2030, la ville-province de Kinshasa aura 22 millions d'habitants. Mais sinon, vous pouvez aussi nous aider à comprendre combien de tonnes de déchets par jour dans la ville de Kinshasa. Très bien. Alors là, je vais continuer à vous donner la quantité, mais je vais commencer par ceci. Vous savez que la population, c'est elle qui crée, qui est à l'origine de l'insalubrité. Ok? Pourquoi? Parce que la population consomme. Lorsque vous consommez, vous devez dégager ce qui est inutile, ce qui est jetable. On est d'accord? Alors, retenons qu'aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa a une superficie de 965 km² et une population estimée à plus ou moins 10 millions à 12 millions d'habitants. Okay? Ici, cette population consomme et produit des déchets, soit 6 000 tonnes de déchets par jour, 6 000 tonnes de déchets par jour. Alors, d'où viennent tous ces déchets? 42% des déchets sont donc des déchets d'origine organique. C'est ce que l'homme doit évacuer. Okay? Il y a 18% des déchets en plastique. Et puis 11% des déchets en papier et carton. Au total, 71% des déchets. Le reste, le 29% des déchets, viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que ça provient des industries, hein, ça provient des industries, des activités commerciales, ça provient de ONG, des marchés, on est d'accord? Ça provient des hôpitaux, il y a des déchets des hôpitaux aussi, en provenance des hôpitaux. Ça provient des centres hospitaliers. Vous voyez, tout cela, c'est ça que l'individu, l'homme produit, les déchets dans la ville-province. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. J'avais reçu pour vous le professeur Mafeli Makambo. C'est un écrivain aussi. C'est son deuxième ouvrage intitulé Insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, état des lieux et piste des solutions. Je pense que c'était une partie de votre satisfaction par rapport à cette trajectoire. Nous allons encore le revoir un peu plus tard pour en savoir plus. D'ici là, portez-vous bien, toujours au programme de la RTNC2 Développement. Au revoir.